Monsieur le ministre, Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs nos nombreux invités qui nous ont rejoints, chers amis, chers congressistes, au nom de la FNSEA et de son conseil d'administration, de tous les responsables départementaux, régionaux et nationaux, je suis très heureuse de vous accueillir pour notre 72e congrès dans cette belle ville de Tours. Merci Dominique Malagu, à toi et à toutes tes équipes, pour avoir organisé avec brio ce congrès. Chapeau bas à toute ton équipe qui nous a accueillis, magnifiquement accueillis, depuis 3 jours. On vous applaudit chaleureusement. Monsieur le ministre, c'est la première fois que vous assistez à notre grand rendez-vous annuel, et pour beaucoup, c'est aussi la première fois qu'ils vont vous entendre. Depuis 2 jours, tous les congressistes sont au travail. Nous débattons avec passion, avec engagement, entre régions, entre départements, entre productions, chacun avec ses convictions, mais chacun avec la volonté d'aboutir à une position commune dans l'intérêt de la ferme France. Depuis 72 ans et le serment de l'unité paysanne proposé par Eugène Forget, la FNSEA, organisation majoritaire, porte la voix des agricultrices, des agriculteurs, de l'agriculture de toutes les agricultures, des 1000 modèles qui font notre richesse et notre originalité. Vous avez, Monsieur le ministre, la chance d'avoir devant vous les élus d'une organisation qui font vivre cet idéal. Je veux vous le dire, notre pays a la chance de pouvoir compter sur ses interlocuteurs francs et loyaux. Je veux ici les saluer et les remercier pour cet état d'esprit, pour le temps qu'ils donnent, et j'ai une pensée pour vos familles. Je vous applaudis. Merci. Monsieur le ministre, appuyez-vous sur cette force. Faites-lui confiance, faites-nous confiance. L'agriculture française traverse actuellement une zone de forte turbulence qui se prolonge et qui fait vaciller nombre d'entre nous. Nos débats ont reflété la crise économique et morale des agriculteurs. Certains décrochent, beaucoup s'accrochent, quand d'autres foncent. Nous avons également senti, au cours de ces 3 jours, qu'une dynamique de mouvement et de projet est engagée et qu'elle peut conduire l'agriculture sur la voie du rebond. Les agriculteurs ont envie de faire bouger les lignes. Ils sont prêts à bouger eux-mêmes. Ils attendent des prix, des perspectives, des projets, les 3 P que je porte depuis mon élection. Mais ce mouvement ne saurait être réalisable sans réforme audacieuse. Simplification des normes, investissement, fiscalité, coût du travail, et j'en passe. Alors oui, depuis 1 an, le président de la République multiplie les réformes, des trains de réformes. Mais comme vous le savez, en bon terrien, nous préférons toujours les actes aux paroles. Et avec un peu de malice, je dirais qu'il ne suffit pas de se déclarer en marche, il faut mesurer le chemin réellement parcouru. Et pour mesurer ce chemin, je vous propose de revenir au cours de mon discours sur 3 sujets. L'Europe et la PAC, la compétitivité de nos exploitations et les attentes soulevées par les États généraux de l'alimentation. Comme à mon habitude, je vous dirai de manière très franche et directe ce qui va, ce qui ne va pas et ce que nous en pensons. Et comme nous sommes à Tours, je vous parlerai tout au long de mon discours de bons tours, de mauvais tours, de tours de passe-passe qui émaillent cette première année du gouvernement. À propos de la PAC, notre séance de huis clos a fortement exprimé l'incompréhension, la lassitude et l'exaspération face à la complexité de la PAC, ou plus exactement, face à la complexité de sa mise en œuvre. Nous avons un génie national inégalé pour mettre en place de belles usines à gaz sans avoir le moyen de les piloter. Résultat, des retards de paiement accumulés et des échéanciers non respectés. Le ministre Mézard a remis de l'ordre, mais attention à ne pas laisser dériver le paiement des MAEC tant attendu par certains d'entre nous. La fin 2017 nous a aussi réservé son lot de mauvaises surprises. Remise en cause des critères de certaines aides couplées, pénalité sur la conditionnalité 2015,
surface peu productive, impossibilité d'appliquer à nos SIE en 2018 la simplification chèrement conquise à Bruxelles, nous ne pouvons nous contenter d'un simple « ce n'est pas ma faute, on fera mieux demain ». D'accord, vous héritez d'un mauvais tour. Nous avons des solutions. Mettez en place une ATR sur le paiement vert, dans le cas où la période de présence des SIE culture dérobée dépasse le 15 octobre, et surtout, garantissez-nous que les choix individuels seront pris en compte en 2019, comme Bruxelles le permet. J'en viens maintenant au dossier ZDS. 3 lettres qui font démarrer au quart de tour un grand nombre d'entre nous. Le cocktail a tout pour être explosif. Une révision mise sous le tapis pendant des années, l'échéance maintenant inéluctable de 2019, des impasses budgétaires nationales, des critères incompréhensibles, des tours et des détours sur la carte, et au final, des gagnants potentiels, des perdants certains, des agriculteurs découragés pour certains au bout du rouleau, des territoires qui se sentent abandonnés. Je vous l'affirme, Monsieur le Ministre, notre syndicat a fait preuve de responsabilité. Dès 2016, conscient de l'enjeu pour les zones à handicap naturel, en montagne comme en zone intermédiaire, nous avons dit « zoner ne veut pas dire doter ». Notre réseau a travaillé d'arrache-pied avec les services déconcentrés de l'INRA et l'INRA pour adapter les critères aux réalités de terrain. Et patatras, la Commission rejette la méthode utilisée car jugée non conforme à la WRB, la base de référence mondiale. Allez expliquer, Monsieur le Ministre, à un agriculteur d'Indre-et-Loire que sa commune est déclassée parce que la pierrosité ou le drainage de ses sols est apprécié selon des critères mondiaux. Bon courage. Et que dire des aspects budgétaires? Je ne peux passer sous silence le trou béant de 853 millions d'euros sur l'ICHN qui vous a conduit à opérer un transfert supplémentaire du premier vers le deuxième pilier en juillet dernier. Insincérité budgétaire de votre prédécesseur. Nous en convenons. Surprogrammation, nous l'entendons. Nous savons aussi que le cofinancement national est passé en douce de 50 à 25 %. Mais quand même, les agriculteurs ont remis plus de 600 millions d'euros au pot et nous n'aurions aucune marge de manœuvre sur ce nouveau zonage. Alors, Monsieur le Ministre, si vous voulez que l'on vous croie quand vous nous dites que les caisses sont vides ou que vous n'avez plus d'argent pour l'ICHN, pour l'agriculture biologique, pour les investissements, pour les assurances, présentez-nous le bilan financier sincère de la maquette du deuxième pilier de la PAC. Je vous l'ai demandé dès le mois de juillet 2017, je vous l'ai écrit et j'attends toujours la réponse. Reconnaissez, Monsieur le Ministre, que sur ce coup-là, le gouvernement est en marche très lente. Et bien sûr, la lenteur laisse place à tous les fantasmes de réallocation budgétaire. De l'argent, il va bien falloir en trouver pour honorer la promesse faite par le Président de la République, je cite, d'accompagner les exclus du zonage. Mes questions sont simples, Monsieur le Ministre. Comment? Avec quels moyens? Et surtout, quand? Aucune date programmée depuis la présentation des cartes le 20 février. Nous attendons. Évidemment, ici à Tours, je veux insister sur les zones intermédiaires. Elles doivent redevenir une priorité de nos politiques agricoles et de nos investissements. Il faut dès à présent préparer leur avenir, retravailler en particulier les complémentarités végétales-animales, retravailler aussi les projets de terrain. Alors, Monsieur le Ministre, prenez l'initiative, réunissez les intelligences et les acteurs et donnez suite à la demande qui vous a été faite de confier une mission d'étude au CGAER. Et d'ores et déjà, une mesure s'impose pour ces zones intermédiaires. Le paiement redistributif doit cesser d'être une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Je sais les attentes des uns et des autres. La sagesse serait de stabiliser à 10 %. Ne recommençons pas chaque année le psychodrame de l'été
où se discute dans les précipitations le taux du paiement redistributif ou du transfert entre piliers. De grâce. En 2013, je vous le rappelle, la FNSEA avait voté une position globale, cohérente et équilibrée pour décliner la mise en œuvre de la PAC, dégager un compromis sur des questions aussi sensibles que la convergence, les aides couplées, l'ICHN, le paiement redistributif. Quand un tel compromis existe, Monsieur le ministre, il devrait intéresser un ministre et un gouvernement. Écoutez-nous. Lors de notre congrès à Brest, nous avons, dans le contexte électoral que vous connaissez, défendu avec conviction et lucidité le choix d'un projet européen pour notre pays, pour notre agriculture. Car, dans un monde où les régulations mondiales se délitent, l'Europe représente notre avenir, notre ouverture, notre protection. Le repli sur nos frontières, le repli sur soi, est un leurre que se complaisent à agiter ceux qui veulent profiter du désarroi des agriculteurs. La démagogie est le contraire de l'ADN de la FNSEA. À la FNSEA, nous croyons possible de repenser un projet agricole européen autour de 3 axes: compétitivité, durabilité et résilience. Il faut redonner du sens à la PAC. Il faut aussi la simplifier. Si ces principes semblent partagés tant par les politiques que par la Commission, leur traduction donne lieu à des propositions inquiétantes, ici comme à Bruxelles. La FNSEA s'est inquiétée très tôt des tentatives de renationalisation de la PAC. J'espère que le gouvernement a définitivement écarté l'hypothèse du cofinancement du premier pilier, hypothèse testée par la Commission, mais à l'opposé des intérêts de la France. Quant à l'innovation de la proposition de M. Hogan, le New Delivery Model, nous mettons chacun en garde. La PAC ne peut pas devenir une tour de Babel où cohabitent 27 politiques nationales. Ce serait signer son arrêt de mort. Nous sommes farouchement attachés au C de la PAC. Nous refusons que, sous couvert de subsidiarité, soient favorisés des choix politiques nationaux qui mettraient les agriculteurs français en distorsion de concurrence vis-à-vis de leurs voisins. Le président de la République a annoncé une feuille de route française pour le mois de mai, avant que la Commission ne mette sur la table ses propositions législatives. Nous sommes déjà au travail. Pour la FNSEA, la future PAC doit s'articuler autour de 4 priorités fortes. Première priorité, affirmer que les soutiens directs, principal instrument de la PAC, sont des facteurs de durabilité des exploitations agricoles, contribuant à la double performance économique et environnementale, au service d'une agriculture productive et de territoires dynamiques, avec une attention particulière pour les zones à handicap naturel. Deuxième priorité, au-delà du paiement de base, premier filet de sécurité des exploitants agricoles, des exploitations agricoles, généraliser les outils de gestion des risques. Épargne de précaution, assurance climatique et fonds mutuels, réserve européenne de crise indépendante du budget annuel de la politique agricole commune. Troisième priorité, reconnaître et soutenir le rôle de l'agriculture pour relever le défi climatique. La solution n'est pas dans le renforcement de la conditionnalité ou du verdissement ou des seuils d'accès au MAEC. La future PAC doit encourager des démarches de progrès. Elle doit simplifier la vie des agriculteurs en reconnaissant les équivalences avec de nombreuses démarches déjà mises en œuvre par les agriculteurs. Elle doit enfin favoriser les investissements appuyés sur les nouvelles technologies, l'agriculture de précision, l'accès à l'eau, bref, ce qu'il est convenu d'appeler l'agriculture intelligente. Quatrième priorité, améliorer le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Omnibus, grâce à un travail constant de députés parlementaires européens, a favorisé l'organisation des producteurs au regard du droit de la concurrence. C'est positif. Il faudra conforter ces acquis dans l'océan unique. Il faudra aussi soutenir le développement des filières créatrices de valeur sur les marchés intérieurs comme à l'exportation, combiner économie et territoire dans les plans de filière et les programmes opérationnels, allier mesures de marché, aides couplées, R&D, investissement. Sur ces bases, Monsieur le Ministre, nous sommes prêts à co-construire avec vous
la feuille de route française. Nous avons peu de temps. C'est possible, à condition de ne se tromper ni de calendrier, ni d'exercice. Nous sommes dans le pas de temps de la négociation communautaire, pas dans celui de la calculette nationale. Un pas de temps très incertain, vous en conviendrez. Il nous faut réinventer le projet agricole européen, car il s'agit bien de la souveraineté et de la sécurité alimentaire de l'Union, mais aussi de sa contribution aux équilibres géostratégiques du monde, où la question de l'alimentation est centrale, et la FAO nous le rappelle régulièrement. Ces enjeux méritent un accord des chefs d'État sur des objectifs comme sur un budget. Et là, je serai très claire. Une ambition pour l'Europe mérite un budget pour l'Union, une ambition pour l'agriculture mérite un budget pour la PAC. Oui, la donne du Brexit complexifie, certes, l'équation, mais ne justifie pas de faire payer à l'agriculture l'avènement de nouvelles priorités que sont la défense, la sécurité et les migrants. Nous prenons acte de la convergence qui se dessine entre de nombreux chefs d'État pour accroître significativement le plafond de dépenses de l'Union européenne. Ce serait une très bonne décision. Et je sais que vous sillonnez l'Europe pour convaincre un certain nombre de vos homologues. Dans ces conditions, notre position est claire et nette. Nous demandons un budget conforté pour la PAC qui permette à l'agriculture européenne de relever les nouveaux défis, de construire une stratégie protectrice et conquérante. Nous voulons une agriculture gagnante, une agriculture ouverte, une agriculture compétitive. La compétitivité, Monsieur le ministre, parlons-en. C'est avant tout ne pas faire supporter des charges nouvelles aux exploitations agricoles. Bon sens, me direz-vous. Or, depuis votre arrivée, force est de constater que ce n'est pas le chemin emprunté. Je vais m'en expliquer. En 2016, nous avions obtenu de haute lutte la réduction de 7 points des cotisations maladie pour ne plus être en décalage avec nos voisins européens. Malheureusement, moins de 6 mois après votre arrivée, vous avez annulé cette mesure qui fait peser d'un seul coup une charge supplémentaire de 120 millions d'euros sur les agriculteurs au motif, je cite, qu'elle aurait été une mesure conjoncturelle. Monsieur le ministre, je vais vous le dire tout net, la compétitivité n'est pas conjoncturelle. La compétitivité, pour les chefs d'entreprise que nous sommes, c'est la lisibilité, la stabilité, la confiance pour toutes les entreprises. Tout l'inverse des changements de règles intempestifs décidés par des gouvernements qui vont et qui viennent. Comme dans l'Ancien Monde, il faut marquer son passage. Autre illustration, le CICE. Moins de 5 ans d'existence et le gouvernement le supprime. Le changement va se traduire par une majoration de 6 points de charge pour les employeurs de travailleurs saisonniers qui utilisent l'exonération TODE. Alors que nos concurrents savent favoriser leur propre économie. En Belgique, une heure de travail saisonnier coûte 19% moins cher qu'en France. En Allemagne, 27% moins cher. Et en Italie, 37% moins cher, Monsieur le ministre. Et la réforme de la formation professionnelle fait monter d'un cran notre exaspération. L'exonération de la taxe d'apprentissage du secteur agricole semble remise en question et, à la clé, près d'1 point de cotisation supplémentaire pour les employeurs. L'agriculture, faut-il encore le rappeler, c'est 140 000 employeurs, c'est plus d'1 200 000 salariés, dont 315 000 salariés permanents ancrés dans les territoires, mais que cherche le gouvernement? Il est urgent de retrouver le chemin du bon sens, Monsieur le ministre. Faites demi-tour très vite. Il restera ensuite à s'attaquer aux normes qui pèsent sur notre activité. Remarquez, nous revenons de loin. Et là, je salue votre action et celle du gouvernement en acceptant de regarder avec pragmatisme et sang-froid le dossier de la pénibilité. En reprenant l'approche équilibrée de la FNSEA, vous nous avez évité le pire. Mais que ce fut difficile. Il a fallu que la FNSEA appelle les employeurs à ne pas respecter les règles inapplicables.
Monsieur le ministre, là où il faut en venir aujourd'hui dans notre pays pour faire bouger les lignes qui relèvent du bon sens. Il est urgent que l'administration reprenne contact avec la réalité. Pour peu qu'ils soient écoutés, les corps intermédiaires peuvent vous y aider. Je salue d'ailleurs votre volonté de poursuivre les travaux du CORENA, le comité de rénovation des normes en agriculture. J'espère que vos collègues ministres auront la sagesse de suivre votre avis, de conforter son poids et sa légitimité, et qu'une date sera très vite annoncée. Nous l'attendons avec beaucoup d'impatience, Monsieur le ministre. Il pourra alors contribuer à réduire la complexité administrative. Les agriculteurs ne comprennent plus que leur pays leur mette sans arrêt des bâtons dans les roues. Dès qu'ils veulent développer un projet, on les enlise dans des procédures. S'il reste encore beaucoup à faire pour dompter le monstre de la complexité administrative, nous avons obtenu des avancées significatives dans le projet de loi simplification. Nous avons notamment réussi à faire reculer le gouvernement sur sa volonté d'amorcer la suppression du contrôle des structures sans aucune concertation avec la profession. Si j'osais, nous avons évité un tour de cochon, Monsieur le ministre. La problématique foncière, et Jérémy y a insisté, ne peut se contenter d'annonces. Oui, une réforme est nécessaire. Les outils actuels de la politique des structures ne permettent plus d'assurer une régulation correcte du foncier. Nous assistons depuis des années à une financiarisation rampante des terres agricoles, pourtant qualifiées de patrimoine national par le Président de la République. Cela appelle un plan de travail ambitieux qui nous permettra d'approfondir vraiment les sujets essentiels pour l'avenir de notre activité, l'installation des jeunes, la transmission, la reprise des exploitations. Le Président de la République a lui-même évoqué le sujet en le liant à la pré-retraite. Il dit attendre des propositions de notre part. Mais, Monsieur le ministre, c'est nous qui attendons des réponses. Avec les jeunes agriculteurs, depuis la grave crise de 2015, nous demandons un traitement humain et digne pour les agriculteurs qui décrochent et qui n'ont d'autre choix que de se retirer. Accompagner sans juger, c'est l'expression de notre solidarité. Loin de la démagogie de certains au drapeau jaune qui déjà s'agitent sur les réseaux sociaux pour critiquer cette position, les mêmes qui regrettent, à grand renfort de tweets, les suicides en agriculture. Parlons clair, il y a des situations humaines qui sont insupportables pour les hommes et les femmes que nous sommes, les mères, les époux, les épouses, les enfants. Sachons aborder ce sujet délicat avec rigueur et responsabilité. J'en appelle solennellement à l'esprit de responsabilité sur ce délicat sujet. En complémentarité d'actions avec le rôle essentiel que jouent les caisses de MSA, notre réseau fait ce travail de proximité, un travail de prévention, d'écoute. Merci, Pascal Cormery et tes équipes de la MSA. Mais au-delà, un plan de consolidation et de refinancement des entreprises doit également être poursuivi et rendu plus efficace. Ces moyens doivent continuer à être abondés pour accompagner les plus fragiles, que ce soit avec le FAC ou les allègements de cotisations sociales. Accompagner les plus fragiles, mais aussi donner des perspectives, tel est notre credo. C'est ainsi que nous attirerons des jeunes vers notre métier. Ce chemin passe par la mise en place d'un statut de l'agriculteur professionnel attendu dans de très nombreux départements. Pour nous, la vision est claire. L'agriculteur professionnel doit être une personne physique autonome dans la gestion de son exploitation, libre et responsable de ses choix professionnels. Il ou elle dirige son exploitation et en détient le contrôle. Il ou elle dispose de moyens de production et réalise un volume d'activité significatif. Décliner cette définition dans toutes les politiques publiques est un chantier déterminant pour l'avenir de l'agriculture française. Il faut oser affirmer qui a le statut d'agriculteur professionnel et qui ne l'a pas. Ceci est très attendu, notamment, je crois, dans la Loire-Atlantique, dans une petite commune qui s'appelle, je crois, Notre-Dame-des-Landes et qui a fait l'actualité récemment.
Ce statut, Monsieur le ministre, c'est une question de reconnaissance, car croyez bien, les agriculteurs ne désirent rien de moins, mais rien de plus, que d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres citoyens. Les agricultrices doivent aussi avoir des droits. Comme toutes les autres femmes, droit d'avoir un vrai repos durant leur congé maternité. La réforme souhaitée par le président de la République, qui envisage d'attribuer des indemnités journalières en euros sonnants et trébuchants, ne peut se concevoir qu'en préservant les indemnités de remplacement. C'est la seule façon d'offrir un réel repos aux agricultrices. Et Mme Schiappa parle beaucoup, mais nous ne voyons pas vraiment où elle veut aller sur ce sujet-là. Les agriculteurs et les agricultrices doivent aussi bénéficier d'une retraite calculée sur les mêmes bases que les autres retraités. Sans revenir sur la proposition de loi Chassaigne, avec laquelle nous partageons les objectifs, mais pas les moyens de financement, vous avez l'occasion d'un tour de force, Monsieur le ministre, mettre fin à l'immuable faiblesse des retraites agricoles dans la future réforme. C'est maintenant qu'il faut le faire. Enfin, avoir les mêmes droits, c'est aussi le droit de voir sa production protégée. Protégée contre les attaques de loups, de vautours, de lynx et même d'ours, ou plutôt d'ours, que Nicolas Hulot souhaite réintroduire dans les Pyrénées. Je veux lui dire que nous y sommes opposés. Il faut choisir entre les éleveurs et les prédateurs. Notre choix est fait. Un statut professionnel doit également s'accompagner, Monsieur le ministre, d'une fiscalité professionnelle. Vous venez d'en ouvrir le chantier. Banco, c'était une demande forte. Nous avons besoin d'outils fiscaux adaptés à la réalité de notre activité et à la multiplication des aléas de toute nature. La fiscalité doit apporter une réponse avec des outils de transmission propres à l'entreprise agricole, car 161 000 agriculteurs cesseront leur activité d'ici 2022. Avec un impôt sur les sociétés répondant aux caractéristiques agricoles, enfin, et peut-être surtout, avec une épargne de précaution solide, souple dans son utilisation et adaptée à la taille de l'entreprise. L'objectif de cette réforme devra être la relance de la compétitivité. Alors, pas de tour de passe-passe, Monsieur le ministre. Certains souhaiteraient prendre dans une poche pour mettre dans l'autre poche. Exonération des TIC, exonération des plus-values serait dans le collimateur. C'est inacceptable. Sauf à vouloir casser la compétitivité de l'agriculture française, nous nous y opposerons farouchement. Sur ces sujets, Monsieur le ministre, il faut faire des choix. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Faire des choix, c'est aussi aller au bout de la logique que la France a défendue dans le cadre du règlement Omnibus sur l'assurance récolte. Ensemble, nous avons obtenu que chaque État membre puisse baisser le seuil de déclenchement subventionnable à 20% et augmenter le taux d'aide jusqu'à 70%. Mettez en place cette possibilité. Vous allez recevoir, Monsieur le ministre, un courrier du CAF dans ce sens. Et s'il devait y avoir des besoins budgétaires supplémentaires, nous considérons que c'est à l'État de les dégager sur son budget. Il a bien su piocher 255 millions d'euros dans le fonds des calamités en 2016. Où sont-ils? Une PAC ambitieuse et efficace, des outils professionnels qui redonnent aux agriculteurs stabilité et compétitivité, voilà des conditions indispensables au retour de l'agriculture sur le devant de la scène. Mais pour affirmer fièrement « Agriculture is back », l'agriculture est de retour, encore faut-il que les prix soient au rendez-vous. L'an dernier, à Brest, nous posions un constat sans appel. La guerre des prix ne fait que des perdants. Pressurise les marges, autant toute capacité d'investissement pour préparer l'avenir. Nous appelions les candidats à prendre 3 mesures d'urgence. Réformer le cadre réglementaire des négociations commerciales, inverser la logique de construction des prix, défendre l'exception agricole
dans le droit de la concurrence. Le candidat Macron a fait sienne notre ambition et nos propositions. Et le président de la République, sitôt élu, lançait les États généraux de l'alimentation. Nous y avons consacré toutes nos forces, et en premier lieu sur le chantier des prix, considérant qu'il y avait là une formidable opportunité pour reconstruire un pacte entre l'agriculture et la société. Reconnaissons la qualité du travail dans les ateliers. Capitalisons sur la qualité du dialogue que, de longue date, nous n'avions pas connu. Serge Papin, hier, nous a redit sa conviction de la nécessité d'un changement de modèle. La course au prix toujours plus bas appartient à l'ancien monde. C'est une stratégie dépassée sur laquelle s'accrochent les tenants de l'immobilisme, très forts pour nous donner des leçons sur la transition agricole, mais incapables de conduire la transition dans leur propre modèle économique. Oui, Monsieur Leclerc, votre système est pervers. Au passage, merci, Monsieur le ministre, d'avoir dénoncé ces mensonges dans une récente interview à l'Opinion, et Nicolas Bétou a dit sa ligne éditoriale. Merci d'avoir imité les messages de la FNSEA. Ce premier chantier des EGA a conclu avec un très large consensus à la nécessité d'une série de réformes législatives sur les relations commerciales et la contractualisation. Ce consensus s'est traduit en novembre, dans vos murs, par la signature d'une charte par laquelle tous les acteurs sont engagés, la main sur le cœur, dans les négociations commerciales 2017-2018, à devancer l'appel sans attendre le vote de la loi. Nous y avons cru. Chasser le naturel, il revient au galop. Il y a loin, trop loin, entre le discours des patrons d'enseigne de la grande distribution et la réalité des pratiques des acheteurs dans les boxes de négociation. Une fois de plus, le climat des négociations commerciales s'est avéré catastrophique. 47% des entreprises ont signé en déflation. Ceci démontre que nous avions raison et que seule la loi et les sanctions associées pourront vraiment faire bouger les choses. Alors maintenant, il faut foncer, aller au bout, ne pas caler dans les débats parlementaires qui, sans nul doute, seront difficiles, car les tenants de l'ancien monde ne vont pas désarmer si facilement. Nous serons en particulier intransigeants sur 2 points. L'ordonnance sur le SRP, le seuil de revente à perte, et l'encadrement des promotions doit s'appliquer à toutes les promotions financées par les distributeurs, y compris les marques de distributeurs. Les indicateurs de coûts de production ne peuvent être laissés à la libre appréciation des opérateurs, pas d'indicateurs d'entreprise ou d'enseigne. Nous voulons des indicateurs co-construits dans les interprofessions, à l'Observatoire des prix et des marges ou à France Agrimaire. Et ces indicateurs devront également être le juge de paix des prix abusivement bas. Monsieur le ministre, nous n'avons pas vu un bon signal dans le report du débat parlementaire au 22 mai, soit au mieux une adoption au milieu de l'été. Se faire doubler par la SNCF, Monsieur le ministre, ce n'est pas courant. Faut-il vous rappeler que les prochaines négociations commerciales redémarreront en octobre? Le temps presse. Le président de la République a fait des États généraux un marqueur de sa mandature. Le gouvernement, sur ce sujet, n'a pas le droit à l'erreur. Les agriculteurs attendent des résultats concrets. Ils espèrent. Ils doutent aussi. Ils nous l'ont dit. Ils doutent de la capacité à agir du politique. Rassurez-les, Monsieur le ministre. Le gouvernement a quelques tours dans son sac pour convaincre les récalcitrants. Contrôler plus et sanctionner plus, Monsieur Bruno Le Maire de Bercy. Quand on cherche, on trouve. Comme vous l'avez trouvé récemment sur la grande enseigne que j'ai citée, que je ne vais pas reciter une deuxième fois. Chacun dans cette salle sait bien que si les radars ne sont pas sur la route, les limitations de vitesse ne sont pas respectées, surtout demain à 80 km/h. Nous savons que la loi ne fera pas tout, que les pouvoirs publics ne vont pas édicter les prix, mais c'est à vous d'écrire la règle du jeu et de la faire respecter.
Et j'ai demandé à la présidente de l'autorité de la concurrence de contrôler réellement les concentrations de centrales d'achat et donc de donner un simple avis a posteriori. Les dégâts causés par ces rapprochements sont aujourd'hui avérés. De grâce, de meilleurs avis à l'avenir. Nous saurons prendre notre part dans ce contrôle des pratiques. C'est notre job syndical et nous savons faire. Et je n'ignore pas que nous avons aussi une grande responsabilité pour décliner concrètement les opportunités offertes en matière de contractualisation. Mieux nous organiser dans nos organisations de producteurs, dans nos coopératives, dans nos interprofessions. Nous en avons d'ailleurs pris l'engagement dans la charte comme dans les plans de filière. Bel exercice que celui de ces plans de filière dont nos associations spécialisées ont été un aiguillon. Dans un délai record, contraint, diront certains, les interprofessions, avec l'appui de France Agrimaire, ont délivré un projet d'avenir qui combine intelligemment les réponses de la filière aux attentes de l'ensemble des marchés, je dis bien l'ensemble des marchés, intérieurs et export, et trace les futures trajectoires de la transition. Ces trajectoires de transition sont pour nous le cœur du second chantier des États généraux de l'alimentation. Hier après-midi, dans notre séquence « Le monde bouge, bougeons », nous avons regardé en face les mutations engagées pour la société et pour notre métier. Les consommateurs demandent de la montée en gamme et plus de produits bio, mais aussi des produits accessibles. Les attentes sociétales sont fortes, qu'il s'agisse de produits phytosanitaires, de bien-être animal ou de biodiversité. Le défi climatique exige des réponses nouvelles et innovantes. Le numérique ouvre des portes et des opportunités extraordinaires pour améliorer notre efficacité économique, agronomique, technique. Le monde bouge et nous bougeons, avec pragmatisme et résolument. Et ça ne date pas d'hier. Voici de nombreuses années que les agriculteurs sont engagés dans l'économie bas carbone, dans les plans éco-phyto et l'utilisation raisonnée des intrants, dans l'amélioration de leurs pratiques d'élevage. Les ateliers des États généraux ont permis de faire reconnaître ce travail. C'était notre première attente. Nous bougeons et nous sommes prêts à accélérer. Mais toute transition demande à s'inscrire dans une trajectoire de progrès. Le temps doit être géré. Quand Nicolas Hulot donne le cap de 2040 pour la suppression du moteur thermique, il donne 23 ans à notre industrie automobile pour se préparer à ce défi en conservant sa pole position dans la compétition mondiale. Alors pourquoi en serait-il autrement en agriculture? Pourquoi 3 ans pour le glyphosate? Il faudra plus de temps, chacun le reconnaît maintenant. Vous l'avez défendu à nos côtés pour que les agriculteurs aient des alternatives compatibles avec une double performance économique et environnementale. Et là, de grâce, ne confondons pas vitesse et précipitation. Forte de ce constat et de besoins de temps long, la FNSEA a lancé avec 35 partenaires le contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes. Nous avons, Monsieur le Ministre, la conviction que nous répondrons aux attentes sociétales en construisant un avenir de solutions plutôt que d'interdictions, en privilégiant le contrat à la norme. Avec les acteurs de la recherche publique et privée, de la production, de la distribution, du conseil, de la formation, nous recensons et développons des solutions accessibles, crédibles et compatibles avec l'économie de nos exploitations. J'ai le sentiment, Monsieur le Ministre, que nous nous sommes compris. Vos propos et ceux du Premier ministre lors de la clôture des États généraux de l'alimentation, puis les propos du Président de la République pendant sa visite inaugurale du Salon, nous confortent dans l'idée que la trajectoire de solutions et de progrès est la bonne approche, celle du respect mutuel sur lequel peut se construire une stratégie durable. Et quand M. Hulot, lors d'une visite inopinée sur notre stand, nous dit « Geste à l'appui, votre contrat de solution, je le fais bien », je mesure le chemin parcouru. Alors oui, nous sommes fiers, nous retrouvons le chemin de la confiance, et Dieu sait si les agriculteurs ont besoin de confiance. Que de chemin parcouru, mes amis. Merci de nous avoir fait confiance sur cette option. Mais maintenant, le gouvernement va poser des actes.
Notre vigilance est totale pour qu'il soit conforme au discours. C'est une condition de crédibilité. Plusieurs dispositions sont prévues dans le projet de loi États généraux de l'alimentation qui tiennent en particulier aux modalités de séparation de la vente et du conseil, à l'interdiction des remises, rabais, ristournes sur les produits phytosanitaires. Notre préoccupation est simple. Nous voulons pouvoir livrer des produits sains, loyaux, marchands. Nous voulons garder la responsabilité de nos itinéraires techniques. Et enfin, nos trésoreries ne peuvent pas assumer de charges additionnelles. Parallèlement, la concertation phyto lancée par le gouvernement début janvier va déboucher en avril, c'est demain, sur une feuille de route où les axes de l'action publique seront définis. 3 impératifs guident nos positions. Des règles simples, des règles uniques sur un marché unique. Les autorisations de mise en marché ne peuvent être que communautaires. Comment expliquer à un agriculteur du Pas-de-Calais que ce qui est autorisé en Belgique ne l'est pas chez lui? C'est inexplicable. Le contrat plutôt que la norme. Renforcer la protection des riverains et des publics sensibles passe par un dialogue consolidé au niveau local et les négociations de chartes de bonnes pratiques et non des distances de ZNT excessives qui condamneraient 20 à 30% des territoires dans certains départements. Nous n'en voulons pas. Et enfin, pas de charge nouvelle. La redevance pour pollution diffuse fait l'objet de beaucoup de rumeurs qui, hélas, convergent vers un point, son augmentation. Nous vous le disons tout net, Monsieur le Ministre, il est inenvisageable que la redevance pour pollution diffuse vienne demain voler au secours de la maquette du FEADER et se substitue au financement de l'État qui font défaut, sur le bio en particulier. Ne chargez pas la mule, Monsieur le Ministre. Le contrat plutôt que la norme, le pragmatisme plutôt que l'idéologie. Ceci vaut également en matière de bien-être animal. Continuons le travail de la plateforme professionnelle pilotée par la DGAL qui permet des progrès continus et valorisons-les. Comme vous l'avez fait la semaine dernière, Monsieur le Ministre, et je vous en remercie. Construisons des cahiers des charges rémunérateurs, mais de grâce, ne rouvrons pas des débats sans fin à l'Assemblée et ailleurs sur la condition animale. Ne confions pas aux véganes l'avenir de notre élevage. Je voudrais ouvrir une parenthèse sur les accords avec le Mercosur et sur le CETA. Comment un gouvernement peut-il afficher autant d'exigences envers ses agriculteurs et envisager, sans ciller, de signer des accords passoires? Quand j'ai entendu le président de la République, lors des vœux au monde agricole, parler d'ouverture à propos du Mercosur, mon sang n'a fait qu'un tour. C'est pour la rime. Nous entendons bien, et je crois que celui de Bruno Dufayet, de Jean-Michel Schaeffer et de tous les responsables éthanol-sucre aussi. Nous entendons bien les propos rassurants sur les lignes rouges de la France, sur les périodes de transition, sur les volumes concernés. Mais sérieusement, la France respectera-t-elle les préférences de ses citoyens en important par centaines de milliers de tonnes des viandes issues de bovins engraissés au maïs OGM, aux farines animales et dopées aux activateurs de croissance? Des pratiques strictement interdites au sein de l'Union européenne, mais autorisées à l'importation? Aucune base juridique, Monsieur le Ministre, aucune, ne garantit les engagements de non-distorsion et le renforcement des contrôles n'y changera rien, à supposer même que la volonté politique existe. Refermons la parenthèse, Monsieur le Ministre, refermez le dossier. Le monde bouge, nous bougeons, et nous sommes prêts à accélérer pour peu que nous soyons écoutés, respectés et rétribués. Je l'ai dit. Et j'y ajoute,
pour peu aussi que nous retrouvions le goût et l'envie d'investir. Un atelier des EGA a été consacré aux investissements nécessaires à la transformation de l'agriculture que le gouvernement appelle de ses vœux, avec un grand plan d'investissement pour les accompagner. Les annonces faites par le Président de la République, puis par le Premier ministre, puis par vous-même, ont confirmé le chiffre de 5 milliards d'euros. Nous l'avons tous entendu. Ce n'est pas rien. Enfin, ça dépend. Je ne peux m'empêcher d'être dubitative. Il va falloir nous dire un peu plus, Monsieur le ministre. Où sont les 5 milliards? Comment l'État va-t-il les mettre sur la table? Que devient le PCAE? Le pire serait que ce grand plan d'investissement fasse pchit. La déception serait terrible. L'investissement est le signe d'un secteur qui se porte bien, et il est en panne depuis quelques années, vous le savez. C'est aussi une question de morale. Les projets des agriculteurs sont légion, et les succès des PCAE l'ont montré dans les régions. Ils foisonnent chez les agriculteurs et chez nos partenaires d'aval et d'amont. Le défi climatique, s'il doit nous conduire à réduire nos émissions, représente aussi de formidables opportunités. L'agriculture est porteuse de solutions. Elle est un énorme gisement d'énergie renouvelable et de biomasse, chez nous, par nous. La méthanisation représente un enjeu de taille dans la réussite du défi de la transition énergétique et l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. L'agriculture produit 26% du biogaz national et détient 90% des gisements méthanogènes. Les freins à l'essor de la filière et à l'aboutissement des projets doivent impérativement être levés. Les annonces de Sébastien Lecornu vont dans le bon sens et nous continuerons à nous battre pour que puissent émerger des projets de territoire adaptés aux enjeux locaux. Mais de grâce, Monsieur le ministre, réduisons les délais qui désespèrent les porteurs de projets. Le photovoltaïque est aussi une belle opportunité qui pourrait se conjuguer à un plan ambitieux de rénovation de nos bâtiments, mais à la double condition. La première est que les règles et les tarifs soient stabilisés sur le long terme. La seconde est que le foncier soit respecté. Des panneaux sur les toits de nos bâtiments, oui. Des panneaux au sol, non. Et je souhaite le dire très vite au PDG d'EDF, M. Jean-Bernard Lévy, qui a annoncé un projet de 30 000 hectares de photovoltaïque au sol. Rendez-vous est pris, nous allons en reparler. L'agriculture française est aussi pionnière dans le développement des biocarburants et de la biomasse, débouchés prometteurs et responsables qui s'inscrivent dans une stratégie ambitieuse pour un plan protéines français. Et si le gouvernement partage cette stratégie, comment peut-il autoriser Total à importer à tour de bras de l'huile de palme pour produire du biodiesel sur sa plateforme de la Med? C'est incompréhensible. Quant aux projets d'irrigation, très attendus par les agriculteurs, ils sont tout simplement en panne sèche. Et le stockage de l'eau aussi. Rendez-vous compte, la France stocke seulement 4% de son eau de pluie, quand l'Espagne en stocke 48%. Et alors que les précipitations et les crues ne nous épargnent pas, chaque année, nos terres souffrent ensuite de la sécheresse. C'est un non-sens total. Pas de vivant sans eau. Loin de nous l'idée, Monsieur le ministre, de gaspiller l'eau, loin de nous l'égoïsme de ne pas la partager. La technologie est à notre portée pour stocker et irriguer intelligemment. Nous attendons beaucoup de la mission confiée au préfet Pierre-Étienne Biche et des décisions que vous serez amenés à prendre, notamment lors des futures assises de l'eau lancées par M. Hulot et qui seront pilotées par M. Lecornu. Et nous avons engagé un travail à la FNSEA, similaire au contrat de solution, sur le sujet de l'irrigation, parce que c'est pour nous un sujet capital. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer ce tour de raison sans évoquer la révolution apportée par le numérique, l'exploitation des données, la robotique, une révolution dont on n'imagine pas encore les frontières,
une révolution au service des transitions, agriculture intelligente, drones OAD, serres ou abattoirs du futur. Alors en conclusion, Monsieur le Ministre, vous l'avez compris, à travers tous les projets que nous portons, c'est une vision de l'agriculture française que nous défendons. Les agriculteurs sont en mouvement. Ils sont en mouvement pour aller vers une agriculture de solutions, une agriculture qui cimente l'Europe, une agriculture qui assure notre souveraineté alimentaire, une agriculture qui structure nos territoires ruraux, une agriculture qui réponde à la demande des consommateurs et qui dialogue avec la société civile, mais une agriculture qui permette à de vrais professionnels de vivre de leur métier avec des prix dignes, une agriculture empreinte de valeurs de solidarité et de cohésion qui ne laisse personne de côté, une agriculture qui inspire le respect et la considération, une agriculture moderne, innovante et, allons-y, pétillante de projets qui donnent confiance en l'avenir. Voilà le mouvement de l'agriculture française, voilà là où veulent aller les agriculteurs français. Les amis, et c'est à vous que je veux vous m'adresser pour conclure mon propos. À la veille d'échéances importantes pour le monde agricole, surtout, ne laissons pas retomber cet élan. Capitalisons et montrons que la voie équilibrée que nous portons est la bonne. Soyons innovants dans nos propositions et démontrons aux agriculteurs qu'ils ont de l'avenir. Soyons inspirés dans notre communication. Soyons optimistes, mais des optimistes de combat. Soyons boostés par la culture de la gagne. En un mot, soyons nous-mêmes, les amis, unis dans notre diversité pour la réussite de notre ferme France. Ayons envie, donnons envie.